pense que c'est ces éléments-là qui sont ultra importants quand tu montes une boîte, en fait. Ouais. On a réussi à mettre en place un nouveau service qui répondait à la problématique du moment. C'est cool, ça te fait gagner du temps quand tu l'as mis en place. L'administratif, c'est vraiment les fondations d'une entreprise. Bienvenue Charlène. Bonjour Valentine, merci. J'ai hâte de te raconter tout ce petit parcours qui m'a mené jusqu'à la création de mon entreprise aujourd'hui, de DasMind. Trop bien. Est-ce que du coup justement tu peux nous raconter ces fameux débuts dans le monde du travail? Qu'est-ce que tu voulais faire en fait au départ? Comment tu t'es retrouvée à La Réunion pour ton alternance? Tu viens d'où? Enfin voilà, raconte-nous un petit peu tout ça. Qui es-tu, Charlène? Du coup, moi, à la base, j'étais pas du tout dans l'administratif. J'ai commencé mon parcours professionnel à Burger King, donc rien à voir. À la base, je faisais des études de biologie. Okay. Donc, j'ai commencé en licence de biologie, après un bac S. D'accord, ok. Et de base, le projet, c'était de rentrer dans la police scientifique. Ok. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. En parallèle de mes études, je travaillais à Burger King, puis à Darty. Ce sont mes premières expériences professionnelles et c'est ça aussi qui m'a fait comprendre que je voulais pas être salariée. Donc, j'ai vite compris, mais ça m'a bien formée. Du coup, à la fin de ma première année de licence, j'ai eu l'opportunité du coup de continuer mes études, mais à La Réunion. L'environnement s'y prête un petit peu mieux. Ouais, c'est sympa, effectivement. Donc, du coup, je suis partie à La Réunion de base pour continuer ces études de biologie. Et en fait, une fois sur place, au bout de 4 mois, j'ai vite compris que les bancs de l'école, c'était plus pour moi. C'était pour toi déjà. Et t'avais 20 ans à l'époque en plus. Je venais juste d'avoir 20 ans. Et je me suis dit, non, mais en fait... T'as arrêté tes études, du coup? J'ai switché, j'ai pas arrêté, parce que du coup, au bout de 4 mois, j'ai compris que la licence de biologie, ça m'intéressait plus. Je me suis réorientée vers des études qui me permettraient de lancer ma boîte, vu que c'était vraiment le projet depuis le début, de me base, dire, je veux à un moment donné lancer quelque chose, sauf que c'est pas en sachant faire des TPE sur une souris que je saurais le faire. Du coup, je me suis réorientée dans un BTS, gestion de petites et moyennes entreprises, en alternance, vu que pour moi, j'aime bien apprendre et mettre en application de suite. Donc, je voyais pas l'intérêt de repartir dans des études si je mettais pas en application de suite ce que j'étais en train d'apprendre. D'accord. T'avais déjà repéré un petit peu justement des entreprises qui te parlaient plus que d'autres, ou c'était plus, tu voulais être sur le terrain en fait pour apprendre directement et C'était ça. Moi, j'avais juste l'objectif être sur le terrain. Même dans la police scientifique, l'objectif de base, c'était de rentrer sur le plus bas échelon et de les grimper au fur et à mesure en interne. Donc, j'ai toujours été dans cette logique-là de me dire, je commence tout en bas et ensuite, je grimpe. J'ai toujours été dans cette logique-là. Et ce qui est plutôt humble, entre guillemets, parce que c'est vrai que t'en as qui veulent, j'imagine, tout de suite taper très haut parce que l'appel de l'argent ou des choses comme ça. Et toi, justement, tu voulais un peu commencer... moi, je veux mettre les mains dans la boue. C'est ça. De suite pour savoir à peu près comment gérer ton business après, j'imagine. Ouais, exactement. En fait, moi, j'ai toujours eu la logique de... Je me vois pas comment je peux manager des gens ou réfléchir sur comment fonctionne une entreprise si j'ai jamais travaillé dans l'entreprise, si j'ai jamais mis les mains dedans, si j'ai jamais fait le travail que font les gens que je manage. J'ai du mal à voir, alors peut-être qu'il y en a qui arrivent très bien, mais en tout cas, moi, je n'arrive pas. T'avais besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Donc, c'est assez intéressant parce que justement, ma question d'après, c'était quoi un petit peu ta vision du travail à ce moment-là et qu'est-ce qui comptait pour toi dans la vie et dans le travail, parce qu'effectivement, tu switches du coup de cette licence de biologie à cette alternance en gestion d'entreprise. L'idée première, c'était donc de lancer une entreprise, mais de me former avant de la lancer. Et donc, en entretien, j'étais cash. C'est quoi ton objectif? Tout apprendre. C'est génial. Pour tout apprendre pour lancer ma boîte. Je le disais direct en entretien. Je veux apprendre comment on gère une entreprise, comment on la développe. Et donc, du coup, dans les choix d'entreprise que j'avais fait plusieurs entretiens. J'ai choisi la plus petite. Ok. Ah oui, j'ai choisi. T'avais été acceptée dans plusieurs entreprises. Ouais, j'avais eu plusieurs retours positifs. Et moi, ce que j'ai accepté, du coup, c'est la plus petite entreprise. Enfin, après, c'était pas une minuscule non plus, parce qu'il y avait déjà 15 collaborateurs. Ok, mais quand même petite boîte, effectivement. Mais petite boîte, parce que du coup, donc c'était une entreprise de nettoyage. Et du coup, les 15 collaborateurs, c'était des agents d'entretien, en fait. C'était des gens qui étaient sur le terrain et qui n'étaient pas dans la gestion de l'entreprise. Donc, dans la gestion même de l'entreprise, il y avait juste le gérant. Il y avait pas, donc, il y avait 15 pas de service, professionnels de ménage
le boss et toi finalement qui arrivais. Et moi qui suis... Ouais, exactement. Ok, d'accord. Donc il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Et c'est ça qui te... qui t'animait finalement. Bah ouais, et en fait c'est une opportunité de fou parce qu'en fait j'ai fait mes armes dans cette entreprise en testant plein de choses sans qu'il y ait un énorme impact. Enfin, j'ai toujours été très consciencieuse, donc il y a de l'impact sur l'entreprise, mais tu as toujours la chose de se dire, bon, c'est pas ma boîte. Oui. Donc les décisions que j'applique, etc., bien sûr, elles sont validées par le gérant, mais si jamais ça foire, bon, c'est pas la mienne, quoi. T'avais déjà ce recul-là à l'époque, en fait. À 20 ans, t'arrivais quand même à... Mais après, à prendre du recul, en fait. Oui, j'essayais. Je sais pas si c'est le meilleur que j'ai fait, mais j'essayais en tout cas d'avoir le recul et d'avoir... Enfin, toutes les actions que j'ai mises en place, j'ai toujours vu plus loin, de me dire, c'est pas pour un truc qui va durer 2 semaines, quoi. C'est ce qui va permettre de monter la boîte. La vision à long terme. Ouais, toujours. Ouais, c'est ça. C'est justement, du coup, tu vas nous raconter un petit peu, donc pendant cette fameuse alternance, t'avais, de ce que j'ai compris, de grosses responsabilités. Tu gérais quoi un petit peu et comment t'as appris là-bas à gérer la pression, encore une fois, à 20 ans comment ça s'est passé ? En fait, ce qui est drôle quand j'y repense maintenant, c'est que vraiment, je suis arrivée dans cette alternance. Je savais pas c'était quoi une TVA, je savais pas c'est quoi une facture, un devis. Mais je suis arrivée là-bas, mais alors zéro notion administrative. Ce qui est normal en soi. Rien. Enfin, vraiment même pas une petite notion. Je me rappelle vraiment, je postulais au truc d'assistante RH et tout en me disant, moi, ça passe. Alors que, mais j'avais aucune compétence. Je savais même pas c'était quoi. Des soft skills, je savais même pas c'était quoi ça. Et vraiment rien du tout. Mais je suis arrivée là-dedans avec une envie d'apprendre de ouf. Enfin, j'ai toujours cette envie d'apprendre. J'adore apprendre. Donc je suis arrivée avec cette même envie-là à ce moment-là. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que le gérant m'a dit vas-y. Je te laisse vas-y, je te laisse tout gérer. Vas-y. Enfin, vraiment pour se dire à quel point la gosse est starbée, c'est que je suppliais de faire les plannings. Parce que quand je suis arrivée, il n'y avait pas de logiciel en place, pas de logiciel métier, pas de planning. Enfin, tout était fait sur Excel à l'ancienne, quoi. Excel ou alors des papiers qui traînaient pour dire voilà, là j'ai fait 3 heures de plus, tu sais pas où, ni quand, comment. Enfin voilà, c'est l'agent qui te dit qu'il a fait 3 heures en plus. Il n'y a pas de suivi. Tu dois le croire ou c'est ça, tu le crois ou c'est tout. Donc du coup, moi je suis arrivée, j'étais là, s'il te plaît, laisse-moi faire les plannings. Enfin, personne ne fait ça. Hein. personne ne supplie de faire les plannings. Et j'ai créé les templates, j'avais créé un truc de gestionnaire de stock codé sur Excel là, en VBA et tout. Enfin, complètement à l'ouest, la gosse. Hein. Non, c'est bien. Mais, justement, en fait, tu as mis en place des process, quoi. Ouais. Mais j'étais déjà animée à ça mais j'avais aucune notion, donc je suis partie vraiment en me disant bon de toute façon ça sera mieux que ce qui est fait là. Donc et je passais des nuits dessus juste dans l'objectif de faire mieux en fait. Ouais, donc énormément d'investissement. Et tu gérais du coup différents types de secteurs du coup dans l'entreprise comme tu disais. Un peu tout. Tout en fait finalement. C'est ça aussi dans les petites entreprises, enfin dans les plus petites entreprises, c'est que il y a beaucoup de passerelles en fait entre la RH, la facture, l'administration, le bras droit un peu du dirigeant. Ouais, c'est ça. En fait, dans les petites entreprises, c'est vraiment ça. Hein, dans les TPE, c'est que le bras droit, c'est tout. Il fait tout un peu. C'est pas comme dans les grands groupes où il y a les RH, il y a le pôle compta, il y a un pôle administratif et il y a tout dedans. Et c'était moi, ce pôle-là. Et c'est ok. Alors du coup, comment ça s'est passé un petit peu, parce que j'imagine qu'il y a eu des crises, qu'il y a eu des moments un petit peu plus tendus que d'autres. Comment toi, tu as réussi en fait à aimer peut-être ce que tu faisais, à créer du lien aussi avec les autres, à créer effectivement ces templates, ces process. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te donner autant peut-être à cette entreprise ? Je pense que vraiment, moi ce qui me drive tout le temps, comparé à je pense beaucoup de personnes qui sont souvent animées par l'argent et tout, alors bien sûr on crache pas sur l'argent, mais à cette période-là je me disais pas il me faut un salaire de ouf et tout, je me disais juste faut que j'apprenne et tout ce que j'apprends là ça me servira à moi pour ce que je veux faire. Et du coup, en fait, j'ai toujours été dans cette réflexion-là, en fait. Donc, tout ce que je faisais, c'était en me disant... Enfin, c'est une opportunité de dingue de se dire, il y a quelqu'un qui te fait confiance avec sa boîte pour mettre en place. Et toi, de ton côté, tu prends pas de risque, en fait, parce que c'est pas ta boîte. Bien sûr. Donc, bien sûr, il y a la conscience du risque, parce que j'ai toujours eu conscience de ce
des responsabilités qu'on me mettait, mais t'as quand même le truc de te dire, bon, c'est pas ma boîte, quoi. Ouais. Donc, c'est une chance de fou de te dire, bah là, je peux tester tout ce que j'aurais fait pour moi, mais c'est pas pour les moi. conséquences sont... C'est ça, les conséquences sont pas pour moi. Bonnes ou mauvaises, hein, pour le coup, parce que du coup, c'est surtout les bonnes sens, qui ont été là. Mais, et pour tout le côté pression et tout... en fait, au début, ça va, tu le ressens pas trop, parce que t'es tellement animé par le truc. Enfin, en tout cas, je l'ai pas ressenti au début. J'étais juste complètement matrixée par tout ce que je faisais. Et j'adore, en fait, j'adore tout ce que je fais, même tout ce que je fais aujourd'hui, parce que j'y trouve une certaine logique. Ok. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très logique. Mon parcours est dans ça, en vrai. Tout ce qui est scientifique et tout, c'est animé par ça. C'est animé par tout ce qui est l'esprit logique. Et dans l'administratif, il y a un esprit logique. Énormément de logique. Il y a un esprit logique, le fait que tout soit carré, que tout doit être fait d'une certaine manière, que voilà, on range pas les fichiers comme ça, on les range avec tel outil. Et en fait, c'est ça, moi, que je pense vraiment que c'est ça qui m'anime et qui fait que j'adore faire ça, en fait. C'est que tu as un côté carré, en fait, hyper structuré, qui fait que tu te sens bien quand les choses sont rangée, en tout cas un peu toquée. Un peu folle, un peu folle. Mais c'est ça, en fait, c'est que j'aime bien mettre tout en ordre. Ouais, rangé, quoi. Ouais, c'est rangé, il y a des règles à respecter, il y a en fait, mettre un cadre. Okay. C'est vraiment ça, et c'est ce que j'ai fait dans cette entreprise, dans laquelle, du coup, de base, je suis arrivée en tant qu'assistante de gestion. Ok, oui. L'assistante de gestion, elle a duré 3 mois. J'étais déjà assistante de direction et après, plus responsable. On n'a jamais su mettre vraiment de termes sur le rôle que j'avais. Parce que en vrai, toutes les intitulés de job que tu trouves aujourd'hui, c'est pour les grandes boîtes. Mais il n'y a pas de couteau suisse de la boîte. Tu vas tout faire. Je sais pas, tu fais un peu tout en fait. Ouais, c'est vrai. Et donc, j'ai très vite pris des responsabilités, sachant que quand j'ai commencé, il y a eu le Covid 4 mois plus tard. Ah, c'était en plein Covid. Ouais. Bah ouais, 4 mois plus tard, on était en confinement, quoi. Oh, du coup, tu devais gérer en plus à distance. Ouais, c'était à distance. Et après, on était dans le nettoyage. Ah oui, donc vous, ça vous impactait directement, en fait. Ça nous a impacté et en même temps, ça a donné une opportunité et qui, pareil, c'est une très bonne leçon entrepreneuriale parce que y a eu le Covid et on a trouvé le moyen de se servir du Covid comme tremplin de ouf. Alors certes, c'était le secteur du nettoyage, donc il y a quand même... Impacté quand même. C'est un secteur qui a été impacté, oui et non, parce que du coup, on faisait énormément de désinfection. Parce que du coup, pendant le Covid, dès que tu devais aller quelque part, dès qu'il y avait des événements qui étaient quand même maintenus, il fallait désinfecter. Donc on se retrouvait à désinfecter des stades, des mairies, tu vois. C'est une très bonne leçon parce que du coup, on a réussi à mettre en place un nouveau service qui répondait à la problématique du moment, tout en restant dans un secteur qui restait le nôtre. Ouais, okay. Et en fait, ça nous a servi de tremplin. Ça nous a beaucoup servi. Ouais. C'est ce qui a permis à la boîte de maintenir le cap, même pendant cette période. Ok, super. Et toi, justement, qu'est-ce que ça t'a appris aussi sur la partie management parce que c'est ce que tu avais l'air de dire, c'est que tu gérais aussi d'ores et déjà ces 15 personnes-là. Tu étais un peu le tampon, entre guillemets, entre effectivement le dirigeant et les prestataires, du coup. J'étais le tampon contre tout, en vrai. Ouais. Pareil, en fait, le management, je l'ai appris sur le tas, puisque du coup, j'ai pas du tout été formée à ça. Je me basais juste sur ce que le dirigeant faisait et les ordres qu'il me donnait. Ouais. Donc, si tu veux, le management que j'appliquais, c'était son management. C'était lui qui me disait, non, pas recruter telle personne, parce que c'est moi quand même qui faisais les entretiens, mais pareil, j'ai jamais eu de trame en me disant, voilà, tu mènes un entretien de telle manière, et puis si la personne répond de telle manière, tu l'embauches pas. Non. Ouais. Donc, du coup, je faisais un peu comme... au feeling, un peu plus. Ouais, comme bon me semblait. Ouais. Après, j'ai toujours eu l'avantage justement d'être assez cadrée, donc à peu près à cerner. Enfin, j'arrivais à peu près à cerner. Et surtout, en fait, c'était du recrutement terrain. Donc, en vrai, là où tu vois la qualité de la personne, c'est sur le terrain. C'était pas moi qui étais vraiment décisive du truc, parce que moi, j'allais dire, OK, la personne, elle a l'air carrée, mais en entretien, c'est pas là si je vois si elle sait utiliser une autolaveuse, quoi. Donc, effectivement. Ouais, donc ça t'a appris toute cette partie-là et aussi un peu la partie feeling et peut-être à sentir aussi les gens avec qui tu travailles, comment ça se passe. Mais c'était un peu à la dure, du coup, parce que c'est comme je te dis, c'était vraiment du coup sous les conseils du gérant et du coup c'était pas forcément un management que moi j'aurais mis en place. En vrai, la première expérience de management que j'ai eue, c'est pas une bonne expérience que j'ai gardée. Parce qu'en plus c'était un peu une expérience de management forcé, entre guillemets.
Ou du coup, t'avais pas trop le choix, en fait. C'est parce qu'il y en avait besoin et que... Exactement. C'est ça. Et que c'était un peu la seule... C'est forcé et surtout, c'est pas quelque chose qui me représentait. Enfin, vraiment, quand je dis, tu vois, ça n'a rien à voir avec le management que je mets aujourd'hui. Là, à cette époque-là, c'était un peu marche ou crève, tu vois. Si tu fais pas les choses correctement, tu seras viré demain. Et enfin, tu vois, par exemple, je faisais les licenciements le vendredi souvent. Et ben, dès que je convoquais quelqu'un le vendredi... tu peux être sûr. Si le lundi, je disais le vendredi, tu as rendez-vous avec moi, la personne elle a passé la pire semaine de sa vie. Hein. Parce qu'elle savait que ça allait tomber. Alors que des fois, c'était même pas pour ça. Hein. C'était juste, fallait que je fasse un point avec toi. Mais les gens avaient peur de moi. Enfin, dans cette société-là, il y avait vraiment une ambiance où les gens avaient peur de moi parce que j'étais le bras droit et j'étais un peu le mauvais flic en fait. Et moi j'ai eu beaucoup de mal beaucoup de mal à gérer ça parce que voilà, c'est pas un management qui me convenait, c'est pas un rôle qui me convient. Et c'est très dur d'appliquer des directives qui... T'es pas d'accord. Ouais, voilà, exactement. On était là en mode, bon, voilà, je te vire. Moi, je t'aurais pas viré. Moi, je trouve que t'es un super élément. Mais voilà, c'est pas moi. Et tu peux pas, tu vas pas dire ça en entretien. Tu dois garder l'image de la société. Oui, bien sûr. Et donc, puis, encore une fois, comme tu disais, t'as appliqué des directives qu'on te donnait. C'était même pas... Mais ça, pareil, tu as pas forcément... de toute façon, tu t'en rends compte en entreprise. Les salariés ont pas forcément cette notion-là. De se dire, OK, ce qui sort de la bouche de Charlène, c'est pas elle qui a décidé, Charlène. Ce n'est pas sa boîte. C'est elle respecte les directives. Mais en fait, personne n'avait conscience de ça. Donc tout le monde pensait que c'est moi, genre je faisais tout comme je voulais. Alors que non, pas du tout. Ok, ouais, donc première expérience quand même assez constructive, même si compliquée, j'imagine aussi. Sur pas mal d'aspects. Est-ce que justement, tu as quand même, avec un petit peu de recul, une compétence, peut-être une habitude ou un réflexe que tu gardes aujourd'hui pour la gestion de ta boîte à toi, dans ta façon de travailler, peut-être dans tes valeurs, ou dans des choses que tu as appris justement à ce moment-là? Je pense que la communication, ça fait vraiment bateau de dire ça, mais... et quand je parle de communication, c'est de tout, en fait. C'est que quand tu as un élément qui ne fonctionne pas, tu lui donnes un rendez-vous et t'en parles. T'attends pas qu'il t'ait fait 50 conneries et qu'après, t'arrives et tu dis, t'es viré. Il n'y avait pas d'intermédiaire, en fait. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et ça, c'est un truc sur lequel moi, j'insiste énormément. Je fais des suivis tout le temps. Ça rejoint mon côté très carré. Hein. Mais je fais des suivis tout le temps pour m'assurer, certes, que le travail est bien fait, mais aussi que la personne en face, elle est OK dans son travail. C'est ça, qu'elle se sente bien dans son travail, que l'environnement de travail lui correspond. Parce que, en fait, il y avait un réel problème au niveau du bien-être des salariés, de comment les gens ils se sentaient dans cette boîte-là, du sentiment d'appartenance aussi. Et je pense que c'est ces éléments-là qui sont ultra importants quand tu montes une boîte, en fait. Et donc, moi, c'est ce que j'essaie de retranscrire. Même si je pense que c'est aussi les choses qui sont le plus difficiles à faire. Mais je pense que c'est ce que j'ai gardé le plus, en fait, d'essayer de construire une société qui est plus à mon image et donc forcément plus dans la communication, dans le respect, dans la bienveillance vis-à-vis des collaborateurs et tout type de collaborateurs. Ça peut être des salariés, ça peut être des prestats, tous les acteurs en fait, de l'entreprise. Quoi. Oui, en interne. Évidemment les clients, j'imagine. Bien sûr. Surtout les clients, mais aussi effectivement en interne. Et est-ce que du coup, c'est à ce moment-là que toi, tu as perçu l'administratif un peu comme une opportunité business? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchissais déjà? Tu nous parlais effectivement du fait que tu avais déjà envie de lancer ta boîte. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu t'es dit, OK, l'admin, je crois qu'il y a un vrai truc à faire? Et en quelle année c'était? Parce que c'est assez nouveau aussi, peut-être, d'externaliser ces c'est assez nouveau. Ces là, du coup, administratifs. Il y en a de plus en plus. Mais moi, à l'époque où j'ai lancé ça, déjà, j'étais à La Réunion. Donc, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de concurrence. Donc, déjà, forcément, quand ça a commencé à me trotter dans la tête et que j'ai commencé à étudier un petit peu le marché, je me suis dit, il y a un boulevard devant moi parce que ça n'existe pas. Et justement, oui, c'est en voyant le rôle que j'avais dans cette entreprise-là, qui était, même si très diversifié, aussi très administratif, parce que du coup, je gérais toute la relation client, la facturation, la gestion co, la RH, la pré-compta. Donc, c'est à ce moment-là aussi où j'ai vu que en fait, l'administratif, c'est vraiment les fondations d'une entreprise. Si tu n'as pas de l'administratif qui est carré, ton entreprise, elle ne tient pas. C'est impossible. Peu importe le secteur, au final. C'est peu importe le secteur. En fait, surtout en France, en fait, on a beaucoup d'admins. Donc, peu importe le secteur, tu as toujours un tronc administratif qui est le même dans tous les secteurs.
tu as de la transmission comptable, de la facturation, la gestion des factures, le paiement de tes fournisseurs et tes salariés. Si tu as des salariés. Mais dans tous les cas, tu auras au moins des fournisseurs ou des prestats. Ça, peu importe ton secteur, tu l'as. Et tu as de la transmission comptable à faire à un moment donné parce que ton comptable, il doit gérer tes comptes. Ouais. Donc ça, peu importe, tu dois le faire. Donc ce sont des missions du coup, essentielles qu'on gère aussi avec Dasmine. Et du coup, j'ai très vite compris aussi que personne aimait les gérer, en fait. Personne ne le fait correctement. C'est un peu la bête noire de tout le monde, cette partie-là. C'est ça. Et ouais, du coup, c'était plus une réflexion progressive sur ton année d'alternance où tu t'es dit, OK, en fait, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Ouais. Et comment, du coup, tu as eu cette envie-là? Tu t'es lancée d'office après en auto-entreprise à l'issue de cette alternance-là? Non, parce que l'alternance, je l'ai terminée en 2021. Sachant que c'était de l'alternance, mais encore une fois, mes responsabilités n'avaient rien à voir avec de l'alternance parce que déjà, j'allais jamais en cours. Donc, c'était qu'un jour par semaine et j'allais une fois sur deux. Et tu choisissais vraiment tes combats, toi. T'étais en mode bulldozer, j'avance. Ça, c'est un peu moins intéressant. C'était c'était intéressant parce que même si c'était 15 jours par semaine, tout ce que j'apprenais en cours, je le mettais de suite en application. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai fini majeure de promo. Je pense, c'est que comparé aux autres, et souvent c'est le problème des alternants, c'est qu'ils apprennent des trucs en cours et ils ne le mettent pas en application. Sauf que c'est tout ça, c'est tout le but de l'alternance, c'est que tu as un jour de cours, tandis que ceux qui sont en cursus continu, ils ont 7 jours pour apprendre la même chose. Sauf que toi, tu as l'opportunité de mettre ça en application dans ta boîte. Exactement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, je voyais aussi les gens qui, le même sujet, mettaient 4 jours à l'apprendre. Ouais. Alors que moi, comme je l'avais mis en place dans l'entreprise, je l'avais déjà compris. Ouais. Donc, ça me motivait un petit peu moins pour aller en cours. Donc, je n'allais pas trop. Mais du coup, le diplôme, je l'ai eu, c'est ça, 2021, mai 2021. Et en fait, je suis passée cadre dans la foulée, dans cette même entreprise. Ok. Cadre, du coup, en tant que responsable admin. D'accord. Donc, à 21 ans, tu es responsable administrative. Ouais. Enfin, même plutôt RH, slash tout. Plein de choses. Ouais, c'est ça. Dans cette entreprise, est-ce que tu t'y sens bien à ce moment-là ou justement, il y a toujours ce truc-là qui te dit j'ai vraiment envie de lancer ma boîte ou alors tu disais peut-être, en fait, j'ai peut-être des choses encore à apprendre ici. C'était dans quelle optique? À ce moment-là, quand j'ai eu le diplôme, j'étais pas encore prête, en tout cas mentalement, à me lancer. Okay. Je savais qu'il y avait déjà cette problématique-là, mais j'étais pas encore prête. Je pense que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, sachant que, pareil, je suis restée 2 ans et demi dans cette boîte-là, qui équivaut clairement à 10 ans d'apprentissage, tellement j'ai appris de choses. Et dans ces 2 ans et demi-là, hormis tout ce que j'ai appris, j'ai passé le Covid, j'ai géré des prud'hommes, j'ai géré un contrôle de la direction du travail. C'est quand même des événements qui sont très marquants et qui n'arrivent normalement pas en 2 ans, quoi. Pas super souvent. Plutôt, et surtout, ça te forme de ouf, en fait, parce que du coup, tu développes des compétences que tu serais peut-être pas forcément amené à développer dans le cadre normal. Surtout des situations, en fait. Tu t'habitues à des situations qui sont quand même peut-être pas communes ou. Et puis surtout, le nettoyage, encore une fois, c'est un secteur tellement compliqué. C'est très intéressant d'un point de vue business, ça, on est tous d'accord pour le dire. Mais niveau RH, wow, c'est sport. C'est sport, c'est très sport. Donc tu apprends beaucoup. Donc du coup, je pense que j'étais un peu traumatisée quand même de tout ce que je me prenais en tête. Et j'avais pas forcément... je me disais que j'étais peut-être pas encore prête à me lancer. Okay. Mais c'est plus la santé qui me l'a rappelé, quoi. Ouais, parce que c'est ça, plus toi, la santé qui me l'a rappelé. T'as eu des soucis de santé ou c'est des choses que t'avais peut-être déjà avant? Du coup, donc, j'ai eu mes problèmes de dos. Donc, je sais même pas comment expliquer ces problèmes de dos-là. c'est quelque chose que t'avais avant d'arriver dans cette entreprise et qui se sont accentués avec le travail ou c'est... Alors, c'est difficile de mettre une cause à effet du travail sur les problèmes de dos, néanmoins, parce que ça, je les ai depuis mes 16 ans. Donc, je peux pas dire, oui, c'est le travail et qui a fait que j'ai des problèmes de dos. Non, c'était là. Après, ça les a peut-être accentués
parce que le stress, dans tous les cas, fait pas de bonnes choses. Donc, peut-être que ça a joué dessus. Mais du coup, oui, pendant ces 2 ans d'alternance, j'ai quand même eu... Enfin, pas 2 ans d'alternance, 2 ans d'expérience dans cette entreprise. J'ai eu ma 2e opération du dos en plein 2021. Et ensuite, alors moi, je dis que je suis partie en burn-out, mais j'ai pas été diagnostiquée, donc c'est difficile de dire oui, c'est un burn-out. Mais il y a toute une période, pas longtemps après mon diplôme, en vrai, hein, où je pleurais tout le temps. Ah, c'est horrible. Je pleurais tout le temps. Ça fait un peu victime. Mais non, mais je pense que malheureusement, c'est arrivé à tellement de gens et faut pas minimiser pour autant, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que c'est arrivé à plein de gens que c'est moins grave, entre guillemets. Mais... C'est ça. Et c'est pour ça aussi que je dis, tu vois, que dans le management que je mets aujourd'hui, je prends beaucoup de temps à discuter avec mes équipes, savoir comment tu te sens dans ton travail, est-ce que tu es OK, est-ce que dans ta vie perso ça va, même sans être intrusive, mais est-ce que ça va, quoi. Ouais. Et parce que du coup, à cette période-là, j'avais personne hiérarchiquement parlant qui prenait et qui faisait attention, et surtout, j'étais débordée dans le travail. Enfin, déjà, j'étais jeune, même si c'est pas un critère. Tu peux être jeune et gérer beaucoup de choses, sauf que tu n'as pas forcément les mêmes épaules pour les encaisser. Et à ce moment-là, j'ai même pas 22 ans et je gère trop de choses. Mais c'est clair. Trop de choses. C'est clair. Déjà, tu nous as parlé de prud'homme, je me suis dit, OK. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, genre, aujourd'hui, tu parles de prud'homme, tout le monde tremble. À chaque fois, c'est le mot qui fait peur. Bien sûr. Même s'il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Mais c'est un mot qui fait peur. T'es là, t'as même pas 22 ans, tu dois gérer les contrôles de la DIECT. Ça fait peur, hein. Et t'es là et tu sais pas exactement comment réagir. Tu développes des compétences au fur et à mesure. T'as 50 collaborateurs qui sont sous tes ordres, même si j'ai des intermédiaires, j'ai des chefs d'équipe, etc. Mais quand le client est pas content, c'est pas le chef d'équipe qui l'appelle, c'est Charlène. Oui, parce que tu nous parlais de 15 personnes au départ. Oui, au début. L'entreprise a grossi du coup durant les 2 ans. Ouais, vous êtes passé de combien de personnes Quand je suis partie, on était 80. Ouais, donc c'est ça en fait. Tu as aussi vécu toute la partie scaling, on va dire, de l'entreprise qui a triplé presque en 2 ans. Ah oui, complètement. Ok. C'est une entreprise qui a grossi très vite. En fait, le nettoyage, c'est un peu ça. C'est que comme c'est de la récurrence, il y a du business, quoi. Il y a du business à faire. C'est une entreprise qui avait même pas besoin de démarcher, tu t'imagines, qui avait même pas besoin de faire de la prospection et qui grossissait, etc. Enfin, c'était incroyable. Mais du coup, derrière, tu as toute cette gestion-là à gérer, que ça soit le management, la digitalisation de la boîte, parce que quand tu mets en place un logiciel, c'est cool, ça te fait gagner du temps quand tu l'as mis en place. mais quand il n'est pas encore en place et que tu dois faire cette passation-là de paramétrage, etc., mais ça te prend déjà un temps fou. Et puis, ça te prend un temps fou et tu peux pas le faire dans ta journée parce que dans la journée, tu as 50 urgences à gérer. Donc, tu le fais le soir, donc tu le fais les week-ends, même si c'est pas ta boîte. Et donc, du coup, au bout d'un moment, forcément, t'es crevé, en fait, parce que j'ai les responsabilités d'un gérant, en fait, concrètement, sauf que je suis pas gérante. Et j'ai pas tous les avantages d'un gérant non plus. Et du coup, c'est vraiment là, j'imagine, où du coup, tu te dis, OK, il y a vraiment un truc à jouer sur cette partie administrative qui est ultra lourde, en fait, quand effectivement, t'as pas les process, t'as une entreprise qui grossit très, très vite, et du coup, t'as besoin d'externaliser peut-être cette pression-là. Est-ce que du coup, toi, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, t'avais justement des valeurs ou une vision bien spécifique que t'avais envie d'intégrer à ton propre business? Quand j'ai lancé DasMind, moi, je me suis mis en tête, OK, ça va être très cadré, ça c'est évident, mais en mettant en place quand même toute cette partie suivie, c'est-à-dire que je veux quelqu'un qui a des compétences, parce que partir de rien, c'est un peu compliqué, mais j'ai pas de mal à former une personne qui a des lacunes sur un sujet, qui a envie de développer. En fait, ce côté-là de me dire, je donne toujours la chance à quelqu'un, soit tu la saisis, soit tu la saisis pas, mais je fais toujours ce pas vers toi. Donc voilà, je fais toujours ça. Et c'est un peu ce qui porte DasMind, en fait. C'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Oh, c'est beau. C'est de toi, ça? Non. mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, et je pense que c'est exactement ça. Traduit très bien DasMind. Je fais confiance en mes collaborateurs, ça n'exclut pas que je contrôle tout ce qui est fait. Et je contrôle tout ce qui est fait. Tu check. Non, mais en fait, tu t'assures qu'effectivement, ça soit aussi, j'imagine, à la hauteur de ce que toi, tu as envie de livrer à tes clients. Exactement. Tout en respectant aussi peut-être cette partie bien-être collaborateur
Parce que tu as vécu plus ou moins l'enfer quand même. Dans ta première boîte. Pas jusque-là, mais en tout cas, ouais, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Où justement, tu avais quelqu'un qui manageait très mal, voire pas de management finalement. Ouais. Oui, parce que c'est moi qui manageais du coup les gens, mais il n'y avait pas grand monde pour me manager moi et me donner des axes d'amélioration. Parce que, en vrai, quand tu mets un manager en place, ce manager, il faut le former aussi. Bien sûr, bah oui. c'est un métier, manager. Non, mais oui, c'est pas... ça. En fait, on l'oublie parce que c'est plutôt... compétence. En gros, c'est ton poste, plus tu as du management. Mais c'est le soft skills, apparemment, par excellence. Mais alors que non, c'est pas juste une compétence, c'est un métier. Un art d'amener une personne là où tu veux l'emmener. C'est tout un art. Sans le brusquer, sans le braquer. C'est un art. c'est compliqué. Ok, et donc du coup, toi, c'était un petit peu dans cet esprit-là que tu as lancé Das Mind. Et d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Das Mind ? Est-ce qu'il y a une histoire derrière le nom ? C'est pas de l'allemand ni de l'anglais. Tout le monde croit ça. Non, en vrai, Das Mind, du coup, quand on lance sa boîte, je pense qu'on passe tous par là sur l'étape logo et nom. Je pense qu'on passe plus de temps à faire ça qu'à faire un business plan, à réfléchir et tout. Et du coup, je voulais un nom, je voulais pas un truc avec mon prénom dedans ou les trucs comme ça. Je voulais vraiment un nom qui passe bien. Et du coup, j'ai mis sur papier tous les adjectifs qui me venaient en tête que je voulais mettre en place. Donc, il y avait digitalisation, l'assistance, la structuration et le mindset. Ça résume Das Mind, les initiales, Das Mind, mindset, mind, Das Mind. Voilà. Et je trouvais que ça claquait trop bien. Ça passe bien en anglais aussi. Ça passe très bien, effectivement. Et du coup, je me suis dit, ma société s'appellera Das Mind. Et j'étais trop fière de moi. Je l'ai balancé à tout le monde, à toutes mes copines et tout. J'étais trop fière. Trop bien. Et est-ce que du coup, pourquoi tu as monté une société tout de suite ? Est-ce que tu as quand même fait des petites missions freelance en amont de la boîte ? Comment ça s'est passé du coup entre le moment effectivement où tu quittes cette entreprise et le moment où tu montes Das Mind ? Est-ce que tu es resté à La Réunion ? Est-ce que tu voulais rentrer en France ? C'était quoi un petit peu le cheminement Du coup, donc, quand j'ai lancé, à la base, il n'y avait pas de projet de rentrer en métropole. L'idée, c'était de rester à La Réunion de base. Et quand je me suis lancée, dès que j'ai quitté du coup, l'entreprise de nettoyage. Donc, j'ai quitté cette entreprise, j'ai lancé. Donc, à la base, je me suis mis en auto-entreprise parce que le truc du débutant, de te dire, tu sais pas si ça va prendre. En plus, comme je disais, c'était un marché qui n'existait pas. Donc, quand tu as un marché qui n'existe pas, c'est bien parce que tu te dis que tu as un boulevard devant toi. Et en même temps, tu dois éduquer ta cible parce qu'elle ne sait pas que ton marché existe. Donc, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est que j'y connaissais absolument rien. Donc, je me suis dit, OK, on va se mettre en auto et on va voir si ça mord. Et si ça mord, à ce moment-là, on verra. Sachant que j'avais quand même l'idée de lancer une entreprise parce que je sortais de ce moule-là, où ça fait 2 ans que je gère, là, du coup, 80 salariés. Tu sors de ça, forcément, tu as toujours cette structure-là qui est déjà intégrée dans ta tête. Donc, en fait, tu as un peu le schéma de... tu vas reproduire la même chose. Donc, du coup, je m'étais dit, OK, je lancerai une société, mais je commence par être à mon compte. Et en fait, le truc, c'est que dès que je suis partie, déjà j'ai eu plein de propositions parce que j'étais connue comme du coup le bras droit de cette boîte. Et donc déjà juste les prestataires de la boîte, les fournisseurs te connaissaient, étaient motivés à me prendre chez eux. Donc je me suis dit OK, c'est que déjà mon image professionnelle elle est cool, elle est déjà faite, les gens savent que je travaille bien, que je suis sérieuse. Et donc du coup quand j'ai annoncé le lancement de Das Mind, le lendemain, j'avais le premier client qui était signé. Ah oui, incroyable. Donc, en fait, de jour J, Das Mind est rentable. Incroyable. Au jour J, j'ai pas eu de période. C'est rare, ça, quand même. Hein. C'est rare. Pour une boîte que tu lances un peu pas de rien, parce que justement, comme tu dis, je pense que ton image précédait aussi un peu la réussite de ta boîte. Bien sûr, tu construis déjà en tant que salarié. Hein. Mais c'est déjà incroyable. Franchement, tu devais être trop contente au début. Ouais, moi, j'étais trop fière. Enfin, tu sais, tu te rappelles toujours de ton premier client. C'est clair. Je me rappelle de tous mes clients actuels. Mais c'est vrai que le premier a toujours le truc en mode, OK, ça marche. Ça marche. Ça intéresse quelqu'un. Ça intéresse quelqu'un, c'est ça. C'est utile aussi. Ouais, c'est utile. Enfin, je veux dire, c'est un peu ça qui prouve que ce que tu lances, c'est OK. Et du coup... Méga fierté, j'imagine. Ouais, j'étais trop fière. J'étais trop contente. Et du coup, j'ai lancé
J'ai lancé ça à Mordu Direct. Donc ça, c'était en 2022. Okay. 2022, avril 2022. Ouais, donc ça fait que 3 ans finalement. Ouais, ça fait un peu plus de 3 ans là, maintenant. Ok. Et est-ce que du coup, là, on va rentrer un petit peu plus dans le concret de qu'est-ce que tu fais concrètement et comment t'aides effectivement les boîtes? Parce qu'on sait que c'est un fléau, mais du coup, toi, c'est quoi un petit peu tes process? En fait, quand tu arrives dans une nouvelle mission, qu'est-ce que tu repères d'abord? Comment tu décides un petit peu quoi prioriser? Parce que j'imagine que justement, si les gens viennent te voir, c'est que c'est alors un poids pour eux, mais aussi potentiellement un peu le bordel. Tu vois? Un peu, ouais. Alors, bon, ça dépend de chaque client, parce que, évidemment, chacun a ses process, chacun a sa façon de voir les choses. Mais moi, j'ai une règle que j'applique tout le temps et que je mets dans la tête de tout le monde pour prioriser des tâches. Tu regardes qu'est-ce qui ramène de l'argent, qu'est-ce qui en fait sortir à l'entreprise. Et tu priorises comme ça. Par exemple, quand tu as, je sais pas moi, tu as les tâches factures de vente. Donc, il faut que tu édites les factures de vente. En même temps, il faut que tu payes tes prestataires par laquelle tu commences. Facture de vente. Parce que c'est ça qui fait rentrer de l'argent. Ensuite, tu paieras tes prestataires. Il faut payer ses prestataires. Hein. Mais dans la tâche, quand tu dois prioriser les choses, tu fais toujours les choses qui vont ramener de l'argent à l'entreprise et tu finis par celles qui en fait sortir. Ça, c'est la règle numéro 1 pour prioriser. Hyper intéressant. C'est, ouais. Et pas beaucoup de gens l'ont. Bah, bien sûr. Tu vois, ils se disent, ah oui, mais ça dépend de l'urgence, etc. Oui, mais comment tu doses l'urgence? Parce que le client crie dessus en me disant que c'est urgent. Ça dépend. Et des fois, il y en a qui ont juste pas la notion parce qu'ils ont pris un mail de relance ou des choses comme ça. Du coup, pour répondre à ta question de base de comment on processe, avant de mettre en place l'assistante, moi, je fais toujours des rendez-vous avant avec les clients pour vraiment déjà cerner eux ce qu'ils veulent. C'est quoi actuellement leur organisation? Est-ce que c'est quelqu'un justement qui arrive et qui a rien en place? Est-ce que voilà, il a juste un Excel et un Drive si on le veut bien? Ou est-ce que justement il a déjà des process, il veut quelqu'un qui soit dans l'exécution et qui possiblement fait des recommandations? C'est 2 angles qui sont totalement différents. On fait les deux, mais c'est 2 angles qui sont totalement différents parce que quand tu arrives et que t'as rien, moi, c'est ce que je préfère. Mais pas tout le monde préfère. Mais moi, c'est ce que je préfère parce que c'est... en fait, je retrouve un petit peu l'excitation de mes débuts. Ouais, je comprends. Où je me dis, bah voilà, là, j'ai encore un exemple où là, je pars de rien. Là, je mets mon... Terrain de jeu, quoi. Ouais, c'est mon terrain de jeu, en fait. Ouais. Là, je mets mes règles, je mets en place l'outil que je veux, qui, bien sûr, répond aux attentes du client, mais je mets quelque chose de concret, direct, qui roule bien, qui fonctionne bien avec un cadre de suite. Tandis que quand tu as déjà un cadre en place, pour le modifier, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, je comprends. Même si on le fait, enfin, les deux sont faisables. Hein, moi, je donne juste mes préférences. Ouais. J'aime bien quand j'arrive et qu'il n'y a rien. Mais c'est pas la préférence de tout le monde. Ouais, donc en fait, c'est ça. C'est, le premier step, c'est effectivement, tu fais ce fameux call client pour déterminer où est-ce qu'il en est. Ouais. C'est quoi effectivement ses besoins? Est-ce que c'est plus de l'exécution parce qu'il n'a pas le temps ou autre? Ou bien, effectivement, on part de zéro. Et là, du coup, toi, tu vas lui mettre en place tout un système de process. Ouais. Et après, tu vas rattacher effectivement une assistante pour gérer toute C'est ça, cette pareil. partie-là. En parlant de process, tu vois, il y en a qui ont, par exemple, écrit tout leur process. Il y en a d'autres où il n'y a pas de process. Il n'y a rien du tout. Ouais. Et justement, même pour ça, on a des outils qu'on met en place où on rédige les process. Et toujours dans la même utilité de se dire, demain, moi je donne toujours cet exemple, demain, si tu es absente, si tu te prends un bus en traversant la rue, je veux que n'importe qui puisse reprendre ton travail. Ouais. C'est vraiment ça le but. Et c'est pas méchant, c'est pas pour te fliquer ou quoi. Non, c'est juste, je veux que n'importe qui puisse reprendre le travail que tu étais en train de faire. Sans avoir à dire au client, alors répète tout ce que tu as dit depuis 6 mois. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas le but. Sans qu'il y ait une passation hyper lourde à faire à chaque fois. Okay. C'est ça. Ouais, donc, ok, hyper intéressant. Et petite question aussi pratique. Est-ce que, du coup, tu as toute cette partie administrative, paie notamment, et fichiers de prestat, etc. Est-ce que toute la partie commerciale aussi, parce que je sais que c'est un gros truc aussi, tout ce qui va être CRM, suivi, relance, machin, est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que vous faites? Nous, du coup, sur la partie commerciale, on va faire vraiment la gestion co, en fait. Okay. Donc, toute la partie facturation de vente, la gestion des factures d'achat, donc récupérer les factures des prestataires, vérifier qu'elles soient correctes, les mettre en paiement, les classer. Donc, ça peut être c'est des classements virtuels dans la majorité des cas parce qu'on fait du virtuel, on fait de la distance.
on intervient à distance. C'était pas français ce que j'ai dit. Les fameux assistantes virtuelles qui sont des vraies assistantes. Qui sont des vraies assistantes, mais à distance. Donc, toute cette partie-là, dans le commercial, ça va être ça. Ça va être aussi, du coup, tout ce qui est relance pour les impayés. Okay. Donc, dès qu'il y a des factures qui sont en attente de paiement, on va faire de la relance. Ça peut être relance téléphonique, relance mail. Okay. Ça va jusqu'au moment où on met en demeure et qu'on passe la main aux huissiers. Ok. Voilà. Donc, c'est quand même assez large. On touche du bois. Après, en général, en vrai, quand tu délègues à quelqu'un et que du coup, l'interlocuteur client n'est plus le même, ça change tout parce que quand c'est ton assistante qui fait une relance client, ça n'a pas du tout le même impact que quand c'est toi qui l'as fait. Parce que toi, tu es avec ton client tout le temps, tu as créé une certaine relation avec lui. Du coup, c'est beaucoup plus délicat de lui demander l'argent. Lui dire, en fait, ma facture, tu ne l'as pas payée. Des fois, tu n'oses pas. Des fois, la personne en face, elle va avoir plus de facilité à négocier avec toi parce que tu as parlé. Alors que quand c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas et qui est spécifique à cette activité-là. Où il y a écrit effectivement administrateur. Voilà, qui gère l'administratif, c'est beaucoup plus compliqué déjà de négocier. Des fois, il n'y a même pas cette démarche-là. Et en fait, tu prends un coup de pression qui est plus important. En fait, tu as plus de mal à dire oui, mais non, mais on en a discuté et tout. Non, tu n'en as pas discuté. C'est quelqu'un tierce qui le fait. Donc, ça a beaucoup plus d'impact quand on fait la relance, que ce soit pour les factures, pour les devis aussi. Parce qu'on fait aussi tout ce qui est relance devis. Tu vois, une fois que tu as édité ton devis, souvent, il faut le relancer. Sinon, pour qu'il soit signé. Ça, c'est très vrai. Et souvent, on oublie. Je pense que ça, c'est très vrai. Et comment, toi, tu as structuré un petit peu ton équipe au fil du temps? Comment tu t'es développée? Et c'est quoi un petit peu ton modèle aujourd'hui? Est-ce que tu travailles qu'avec des salariés ou pas forcément? Et comment tu te positionnes un peu sur le marché, du coup? Nous, du coup, on a un modèle hybride, mais pas une agence, parce que du coup, on a des talents qui sont salariés et des talents qui sont freelance. Et moi, mon modèle reste, j'aime bien privilégier le salariat, parce que tu as plus de facilité à créer une culture d'entreprise, une appartenance, faire en sorte que tous tes process soient appliqués de la même façon par toutes les personnes, quand toutes ces personnes-là font partie de ton équipe. Donc, c'est plus simple. Mais après, on fait de l'hybride, quoi. On a vraiment les deux. Ça, c'est un modèle que j'ai mis en place depuis 1 an. Mais les 2 premières années, c'était full salariat. C'était que du salariat parce que, justement, je répliquais le modèle que je maîtrisais, en fait. Parce que dans le nettoyage, c'était que du salariat. Donc, j'ai fait pareil. J'ai fait du salariat et des modèles de récurrence, vu que, du coup, mes forfaits sont de la récurrence. Mais on fait du ponctuel aussi. Mais c'est vrai que je favorisais tout ce qui était récurrent parce que je répliquais. Dans ton optique aujourd'hui et dans la façon dont Dasman est positionné, c'est en gros, vous aidez les dirigeants avec des process ultra clairs. Vous leur apportez des process au final. On leur apporte des process, on leur apporte un accompagnement, un suivi qui est vraiment propre à Dasman, en fait. Il faut tester. Il faut tester. Et donc, c'est totalement différent. Mais du coup, tu vois, cette vision-là et cette confiance-là, je l'ai eue pas de suite, quoi. Je l'ai eue au bout de 2 ans où je me suis dit, vas-y, je pense que laisser sa chance aussi au freelance, ça peut être intéressant. Ça me donne plus de flexibilité aussi. Et donc, en fait, les process changent rien de mon côté parce que le management est le même. Je manage de la même façon une salariée qu'une freelance. Mes attentes sont les mêmes des 2 côtés. Donc, en fait, de mon côté, ça change rien. Du process client, ça change rien parce que elles suivent les process Dasman. Donc, ça change rien en vrai. Et ça me permet en fait de tester des profils en freelance. Aussi. Je les teste. Ça me permet de voir du coup si ça colle. Et si du coup, potentiellement, cette personne-là, je la vois en salarié. Et donc, et comme il y a aussi beaucoup de freelances qui veulent repasser sur le salariat, parce que ça offre quand même une stabilité. Et je pense que chez Dasman, c'est quand même trop cool parce que tu as exactement les mêmes avantages. C'est clair, tu es en full télétravail. Tu es en télétravail, tu gères tes horaires. C'est pareil, juste à la stabilité d'un emploi. Donc, pour ceux qui cherchent. Pour ceux qui cherchent, envoyez vos candidatures. D'ailleurs. Est-ce que tu as un petit peu un client en tête? Bon, j'imagine que tu en es tout plein, mais vraiment où tu t'es dit waouh, là c'est trop cool parce qu'effectivement ils étaient un peu à risque, on va dire, en arrivant et où justement vous avez un peu structuré et allégé du coup toute cette charge mentale-là d'un dirigeant en se disant ok, en fait, on a réussi entre guillemets et qui illustre justement bien
La façon de faire, les valeurs et ta mission, en fait. Votre mission. Alors, comme je te dis, j'ai beaucoup d'exemples. Mais là, une qui me revient en tête, c'est pareil, en fait, c'est les premières, parce que c'est les premiers les plus marquants. C'est là où je mets toute mon âme dans toutes mes missions. Mais disons qu'après, tu apprends à réguler un petit peu tes émotions. Et au début, pas forcément. Et cette première cliente, je me rappelle très bien, parce que quand j'avais fait le rendez-vous client, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Ça va être chaud parce que elle faisait tout sur papier. Elle avait que sur Excel. Et tout sur papier, mais papier mal rangé, quoi. Genre des classeurs et des classeurs. J'étais en mode, waouh, ça va être... Donc en physique, en plus. Ouais, en physique. Et en plus, comme c'était au tout début, justement, j'avais pas encore cette notion de se dire, on va faire que de la distance. Je cherchais encore un peu ma place. Donc, on faisait... je faisais des interventions en physique. Et justement, je me suis dit, c'est compliqué. Et ça a été compliqué au début. Et en même temps, hyper... Formateur. Et en même temps, je veux dire, t'es fière de te dire, d'amener le client à un certain point. Parce qu'elle, vraiment, il y en avait de partout, quoi. Il y en avait de partout. Et on a mis en place, du coup, un logiciel de gestion sur lesquels, du coup, elle a pu gérer sa facturation. Enfin, c'est nous qui l'avions. Mais du coup, on faisait sa facturation dessus. On pouvait gérer ses achats. Donc, le paiement de ses prestataires. Et toute cette partie, en fait, papier. Parce que, vraiment, pour l'anecdote, elle recevait les factures par mail et elle les imprimait. Wow. Et puis elle les rescannait, délire. Mais c'était quelque chose. Donc là, tu vois, pareil, du coup, fluidification des process. Tu reçois les factures par mail, tu les classes, tu les mets dans ton logiciel. Voilà, t'as pas besoin de les imprimer et de les reprendre en photo derrière. Ça sert à rien. Donc on a fluidifié tout ça, fluidifié du coup les échanges aussi avec ses prestataires, en mettant des règles, tu vois, de te dire... souvent l'erreur qu'on fait, c'est tu reçois la facture, tu la mets en paiement dans 30 jours, etc. Et du coup, en fait, tes paiements, ils sont tous décalés. Alors que, un petit truc simple, voilà, tu payes tous tes fournisseurs le 15. Et tu sais qu'après le 15, tous tes paiements, ce qu'il y a sur ton compte, c'est ce que tu as. Voilà, c'est ce que tu as. Tous les paiements sont déjà passés, ta CGSS, elle est passée, ton URSSAF est passé, tout est passé. Et après le 15, tu sais que voilà, c'est ta trésor, c'est ce qui te reste. Officiel. C'est des petits trucs comme ça, mais c'est ça aussi qui te permet de voir clair dans ce que tu as sur ta boîte, plutôt que faire passer des virements tous les jours, en fait. Et au final, après, c'est pas applicable à tous les business. Mais c'est structuré, en fait, avec des règles basiques, entre guillemets, et juste applique ça, en fait, sur... tout. En fait, c'est ça. Et elle, pour le coup, tu vois, outre le fait que c'était très déstructuré administrativement, c'était... du coup, elle était en perte chaque année sur son résultat. Et donc, on a travaillé 2 ans et demi avec elle. Et après, elle a internalisé... du coup, parce qu'en général, c'est ça. Nos clients, on bosse avec eux 2 ans et demi. Ça leur permet de développer leur boîte. Et du coup, quand tu développes, forcément, à un moment donné, tu internalises ce besoin-là parce que le volume a évolué. Et c'est plus intéressant. Donc toi, t'interviens vraiment là. T'interviens au moment où la boîte potentiellement grossit. Et effectivement, il y a un besoin plus ou moins urgent. Exactement. Et donc, on a bossé avec elle 2 ans et demi. Et tu vois, sur la fin, le résultat, il était positif, quoi. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu te dis, c'est pas que grâce à nous, parce que bien sûr, il y a l'opérationnel derrière. Mais tu peux pas enlever le fait que d'avoir restructuré, ça te sert énormément, parce que juste le fait de pas avoir de structuration, de ces factures de vente, de les faire sur Excel, elle suivit pas du tout les impayés. Elle avait, je sais pas moi... Beaucoup d'impayés. Beaucoup d'impayés, beaucoup. C'est ça. T'arrives au bon moment pour sauver un petit peu ce côté-là. Ouais, c'est ça. De vraiment restructurer, te permettre de développer ta boîte ou juste de la sortir de l'eau. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez... tu vas peut-être me dire que l'administratif est à peu près le même, mais est-ce que vous avez quand même des secteurs de prédilection, ou en tout cas des types d'entreprises avec lesquelles vous avez plus ou moins l'habitude de travailler, ou... Globalement, c'est un peu ouvert à tous. C'est un peu ouvert à tous. On a pas mal d'entreprises généralement qui sont dans le B2B. Après, on en a certains dans le B2C aussi. C'est vrai que il y en a moins, mais il y a beaucoup de B2B. Et après, il n'y a pas de secteur spécifique parce que c'est très varié. On a du BTP, on a de la centre de formation, on a de la cybersécurité, des boîtes de tech, des agences de com. Ouais, de tout. Enfin, en fait, de tout. Il n'y a pas trop de liens. Donc, c'est un peu mélangé.
On travaille avec la French Tech, par exemple. Enfin, tu vois, il y a de l'association aussi, donc c'est très varié. Parce que, oui, comme tu disais, en fait, l'administratif, c'est un peu le même pour tous. Ouais. T'as vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que t'as un tronc administratif qu'on retrouve dans tous les secteurs. Okay. Donc, tu auras toujours ce tronc administratif dans tous les cas à gérer. Et après, tu as plein d'autres tâches du coup qui peuvent être spécifiques à chaque secteur. Okay. Et dans tous les cas, moi, ce que je dis, c'est faut pas hésiter à demander. Si c'est explicable, c'est faisable. Hein. Donc, il faut demander. Le mantra. Et toi, du coup, pour revenir plus sur la partie effectivement de ton équipe, toi, comment tu fais un petit peu on va dire l'entretien, enfin comment tu recrutes, c'est quoi du coup que tu recherches chez une personne? Ce que tu disais peut-être un petit peu au début, c'est la façon dont effectivement t'es pas non plus archi rigide si une personne ne connaît pas effectivement pas un process mais un logiciel. C'est quoi un petit peu du coup tes guidelines pour Alors recruter? moi du coup le recrutement pareil, après avoir fait mes nombreuses erreurs de recrutement. Aujourd'hui notre process il est en 3 étapes. T'as un premier entretien qui se fait pas avec moi, qui se fait avec la manager de l'équipe, donc qui me connaît très bien et qui connaît comment on travaille, qui va avoir du coup un autre point de vue. Bon, en général, on se rejoint beaucoup sur nos avis, donc voilà, mais ça permet quand même d'avoir un point de vue différent du mien. Donc il y a ce premier entretien-là. Ensuite, la personne elle fait une mise en situation professionnelle, donc où on va lui demander des missions type qu'on a l'habitude de gérer. Et donc, ça se fait à distance. On n'est même pas là. C'est via un formulaire, via une application spécifique à ça. Et ça, déjà, ça va me permettre de voir... un peu. Ouais, en fait, ça filtre. Ça filtre. Parce que des profils qui te disent, oui, je gère ça, j'ai telle expérience, tu les mets en situation. Okay. Et bien sûr, il y a une détecteur d'IA dans le truc. Vrai ouais. C'est génial. Et en fait, c'est ça aussi qui te permet de voir, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA, donc, bien sûr. Donc en fait, tout le monde l'utilise, sauf que du coup, tu vois plus les compétences des gens. Oui, donc, c'est vraiment ça. Donc, du coup, ça me permet de voir le niveau de la personne, voir aussi est-ce qu'elle va prendre le temps de chercher, parce que du coup, le logiciel sur lequel elle fait son exercice, elle ne le connaît pas. Ouais. Donc, ça me permet de voir son aisance digitale. Exactement. Et donc, si elle réussit cette étape-là, à ce moment-là, elle a un entretien avec moi qui va permettre de voir aussi si la personnalité fit avec ce que j'attends. Okay. Parce que pareil, ça c'est une erreur que j'ai fait au début, à me dire on se base sur les compétences et pas forcément sur le fit de personnalité. Okay. En se disant, t'es pas là pour être leur pote. Tu vois. Ce qui est pas faux en soi. Ce qui est pas faux en soi. Sauf que ça, c'est un conseil qu'on donne pour les grandes entreprises. Mais quand t'es en TPE, quand t'es en petite, faut quand même que tu t'entendes bien avec le collègue qui bosse avec toi parce que ça crée vite des complications. C'est compliqué de communiquer avec quelqu'un si la personnalité ne passe pas. En grand groupe... il y a une chance sur 2 que tu lui parles 2 fois dans l'année, tu vois, et c'est pas très grave. Et si effectivement vous avez 2 secteurs qui n'ont rien à voir, voilà. Potentiellement c'est pas Mais dans les petites entreprises, ça n'a rien à voir. Tu lui parles tous les jours à la personne. C'est assez rassurant aussi, je trouve, de voir quand même quelqu'un qui a un process assez structuré, parce que j'imagine qu'il y a plein de dirigeants de boîtes qui ont un petit peu ces process-là, mais te dire qu'effectivement, c'est carré, tu pars quand même d'un truc que tu connais avant, effectivement, d'avoir un fit personnel, donc ce qui est dans le bon sens, entre guillemets. Est-ce que, justement, pour vraiment refocus un petit peu toi sur ta personne et qui tu es, un petit peu tes valeurs, est-ce que tu as un mantra ou un peu une guideline qui t'a justement guidé depuis le début de ton aventure entrepreneuriale et du coup de chef d'entreprise aujourd'hui? En vrai, c'est la même guideline qui me suit depuis toujours, depuis toute petite. Déjà, j'en ai 2. La première, c'est je préfère être petit chez les grands que grand chez les petits. Okay. Donc, c'est-à-dire, je préfère être dans un environnement où je me dis, ok, c'est clairement moi la plus nulle, mais du coup, en fait, je peux que être meilleure parce que je suis entourée de personnes qui sont meilleures que moi, plutôt que me dire, là, je suis dans cette pièce, je suis la plus forte, je risque rien. Et moi, j'ai jamais été comme ça. En fait, j'aime trop me challenger, j'aime trop être entourée de personnes qui sont meilleures que moi. Et même dans mon recrutement, justement, c'est un truc que je mets en avant. Moi, je veux travailler avec des personnes qui sont meilleures que moi. Je veux pas travailler avec des gens et me dire je vais tout apprendre, écouter le Messie. Pas du tout. J'ai envie d'être avec des gens qui sont meilleurs que moi et c'est eux qui m'apprennent.
Donc, je pense que c'est un des trucs et que tous les meilleurs chefs d'entreprise mettent en avant, justement. Ouais. Et donc, il y a cette chose-là et le principe que quand on veut, on peut. Okay. Franchement. Ça, c'est très. Parfois, les gens te disent oh là, oui, mais ça dépend de avec quoi tu pars, etc. Mais. Il y en a. Enfin, oui, c'est un mantra que beaucoup remettent en cause et tout. Mais franchement, moi, quand je vois d'où je pars, de me dire, moi, j'ai commencé dans la vie active avec 0. 0 euros, tu veux dire 0 euros. 0 euros. J'ai commencé quand je suis arrivée à Montpellier. On a ouvert un compte mon père m'a ouvert un compte en banque. Il m'a mis 250 balles dessus. Il m'a dit allez, vas-y. Bonne chance dans la vie. Bonne chance. Et c'était tout, quoi. Ah oui. Donc, et t'es vraiment partie de pas grand-chose. De rien. Et quand je suis partie à La Réunion, je suis partie avec 1800 euros. Okay. Je m'en rappelle très bien parce que... Sur ton compte en banque, du coup. Sur mon compte en banque. Okay. Il n'y a pas d'épargne à 10 000 euros cachés derrière. C'est 1800 euros, c'est tout compte confondu. J'avais juste ça. Et le pire, c'est dans ma tête, j'étais large. J'avais bossé du coup chez Darty en intérim. Du coup, t'es mieux payé en intérim et tout. Et j'étais 1800 euros là, je suis tranquille. Pas du tout. Pas du tout. Tu m'étonnes. Tu fais 3 mois de loyer. Mais encore. Et donc voilà. Et donc, oui, pour moi, voilà, quand on veut, on peut. Il n'y a pas de. Faut juste se mettre en tête qu'on veut quelque chose, se donner tous les moyens pour le vouloir. Parce que pareil, quand j'ai fait l'alternance. J'étais alternante. Alternante égale salaire d'alternant. Oui, c'est ça. Égale salaire d'alternant. Et derrière, t'as toutes les galères que rencontrent beaucoup d'alternants. C'est-à-dire que t'es salarié, tu te casses la tête dessus, tu travailles tous les jours, tu travailles 35 heures et t'as 900 balles à la fin. Ça pique et derrière, t'as ton loyer qui fait le même prix que si t'étais en CDI, en fait. Donc, t'as déjà 600 balles qui partent dans le loyer. Bon, il me reste 300 euros pour vivre. C'est super. Donc... c'est ça. Donc pour moi c'est vraiment juste une question d'envie et si tu veux tu partiras pas du même point de départ que quelqu'un qui a plus de facilité, qui a plus d'aide, qui a plus de connaissances, de réseau. Mais si tu veux y arriver, tu arriveras. Tu mettras tout. Ouais, c'est ça. C'était vraiment. Pour moi, c'est vraiment qu'une question d'envie et outre le fait d'être partie sans moyens financiers. J'avais pas de réseau non plus. J'ai eu la chance, je pense... la chance. J'aime pas le mot chance. Si, il y a un peu de chance, mais la chance, c'est souvent beaucoup de travail. Tu vois, je suis arrivée à La Réunion et j'allais dire, j'ai eu la chance d'arriver à La Réunion, justement, et qu'il y a une facilité de créer du réseau à La Réunion, parce que c'est plus petit. Ouais. Et que les gens, du coup, se connaissent plus vite et te recommandent, du coup, plus facilement. Ouais. Mais en même temps, en fait, ça, tu l'as pas si tu vas pas le chercher. Hein. Oui, ce que j'allais dire, toi, t'étais quand même pas à La Réunion de base. J'étais pas de La Réunion de base. Je suis arrivée sur place. Si j'étais pas allée au MEDEF, à Entrepreneur Pays, tous les trucs locaux, pour aller chercher justement ce réseau-là, je l'aurais pas trouvé, quoi. Donc, ça reste du travail. C'est pas que de la chance. C'est du travail quand même derrière. Okay. Donc, très pragmatique quand même. Très terre à terre, très scientifique. C'est ça, on reste quand même dans cet esprit de logique. Ouais, vraiment. Tout le médecine. Temps. Et du coup, si tu avais un dernier mot, alors je sais que c'est une question peut-être un peu bateau, mais en tout cas, je trouve qu'il en dit souvent long. Si toi, tu pouvais t'adresser à la Charlène de 20 ans, donc tu n'as que 26 ans aujourd'hui, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Mais quel conseil concret tu lui donnerais en fait pour justement tenir et réussir en restant aligné du coup avec toutes les valeurs que tu portes là aujourd'hui? En vrai, le constat que j'ai fait par rapport à toutes les complications que j'ai pu... c'est pas des complications, c'est tous les obstacles en fait que tu rencontres dans ta vie professionnelle. C'est souvent lié à l'image que toi-même tu as de toi. Okay. Tu renvoies l'image que toi tu as de toi. Et au début, je suis vraiment un cliché, quoi. Je suis blonde aux yeux bleus, je suis dans l'administratif, plus cliché tu peux pas, quoi. Et en fait, j'avais cette image de moi quand je me suis lancée, en me disant oui, mais les gens ils vont me voir, ils vont juste voir une blonde. J'ai des lunettes en plus de base, donc la blonde à lunettes. La blonde à lunettes qui arrive et qui fait l'admin et je vais pas être prise au sérieux. Et en fait, c'est moi qui pensais ça de moi parce que personne s'est assis en face de moi en me disant tu es une femme blonde et tu fais de l'administratif.
désolée, tu n'es pas à la hauteur. Personne ne m'a jamais dit ça. Ouais, bien sûr. Personne ne m'a jamais dit ça, mais moi, j'avais cette vision-là. Et je pense que je me suis mis beaucoup de barrières au début et je me suis inventé beaucoup d'histoires dans ma tête parce que j'avais cette vision-là et parce que je me dis oui, mais on va pas me prendre au sérieux. Je suis jeune, parce que j'ai lancé Dasma, j'avais 22 ans. Donc, t'as vraiment tout le combo, en fait. Ouais, c'est clair. T'es jeune, t'es femme. Et t'as tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à... Parce que forcément, tu grandis et tu t'alignes avec ce que tu es plus ancré. Et en fait, ça se ressent après quand tu parles. Ouais. Quand aujourd'hui, je fais mes appels découvertes... Personne n'a cette objection. Personne n'a cette objection. Parce qu'aujourd'hui, tu as la vision d'une femme qui est épanouie et consciente de son entreprise et de ce qu'elle apporte aussi, j'imagine, aux autres. Exactement. Enfin, tu vois, je pense que les objections que j'avais au début dans les rendez-vous clients, qui pouvaient, par exemple, remettre en cause mon âge, en fait, qui vont pas remettre en cause mon âge, mais qui vont toujours poser la question « Mais tu parais super jeune, t'as quel âge ?» Quand tu vois un vieux en face de toi, tu lui dis pas tu parais super vieux, t'as quel âge? Tu lui dis pas ça, tu vois. Mais par contre, une femme jeune, tu te permets de le dire. C'est vrai qu'on se permet beaucoup plus sur la jeunesse et les femmes, t'as raison. Et même si, des fois, c'est pas forcément... c'est pas mal intentionné. Mais quand tu as pas hyper confiance en toi et qu'on te passe ça, en fait, toi, tu l'interprètes en mode de... je suis pas assez légitime parce que je suis trop jeune. Alors que des fois, c'est même pas ça. C'est juste la personne, elle est super impressionnée parce que t'es jeune et que t'es super carré. Mais ça, cette vision, je l'ai eue après en me disant, mais en fait, c'est juste les gens, ils sont super impressionnés. Mais bien sûr. Et moi, du coup, j'ai le melon depuis. Bon, il faut se calmer, du coup. non, mais c'est vrai que moi, je me rappelle que c'est un peu le premier truc aussi qui m'avait assez impressionné chez toi, c'est que t'as que 25 ans et t'as une boîte qui a 3 ans avec... une dizaine de personnes qui travaillent avec toi et je trouve ça assez impressionnant. Donc, merci. Donc, bravo. Mais du coup, tu vois, je pense que c'est vraiment l'image que tu renvoies qui joue énormément. Aujourd'hui, les objections n'ont rien à voir. Non, rien à voir. Et ça va être des questions techniques, opérationnelles. Ok, est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous gérez ci? Comment vous allez gérer? Ok. Mais que tu poserais à n'importe qui. C'est pas lié à qui je suis moi. C'est lié au service, en fait. Plus. Ouais, c'est exactement ça. Donc, je pense que c'est vraiment le conseil que je me donnerais si je devais me revoir en face. Revois ton estime de soi, s'il te plaît. C'est ça, vraiment. Ça t'aidera à avancer un petit peu plus vite, même si t'es déjà allé assez vite, je trouve. Oui, c'est ça. Moi, on n'est jamais satisfait, mais même les jeunes qui se lancent, jeunes ou moins jeunes, c'est toujours ce qui revient de toute façon quand tu lances une activité, c'est l'estime de soi qui est pas forcément max. Et je pense que c'est ça qu'il faut travailler le plus. C'est l'image que tu renvoies. Ok, super mot de fin. Et j'avais aussi une dernière petite question, du coup. Toi, comment tu vois Dasmine un petit peu dans le futur? C'est quoi tes ambitions pour la suite? Est-ce que tu as un petit peu des idées où il y a des choses justement un peu secrètes, entre guillemets, dont tu n'as pas trop envie de parler pour l'instant? L'évolution de Dasmine, c'est la croissance, toujours. Le but, c'est d'accompagner le maximum d'entrepreneurs. Donc ça, déjà, c'est un premier objectif. Dans lequel il n'y a pas trop de limites. Et TPE, PME, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand je dis entrepreneur, c'est pas forcément solo entrepreneur, c'est tout ce qui est TPE. PME, un petit peu moins, parce que généralement, c'est un stade où les PME, elles ont internalisé déjà ce besoin-là, donc on se situe plus sur les TPE. Okay. Mais je suis tout à fait ouverte à accompagner des PME, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est toujours cette dynamique de croissance dans lequel du coup il n'y a pas trop de limites parce que j'ai envie d'accompagner le plus d'entrepreneurs possible, donc je me dis pas j'en veux 100. C'est ça. Non, il n'y a pas de limite, quoi. Tant qu'il y en aura, je les accompagnerai. Trop bien. Merci beaucoup Charlène pour tout ce partage. Et encore une fois, franchement, à 25 ans, enfin 26 depuis peu, bon anniversaire d'ailleurs, c'est toujours assez impressionnant de rencontrer des personnes comme toi parce qu'avoir créé sa boîte avec plusieurs salariés, que ce soit du freelance, du salariat, et réussir à mettre autant de sens et d'humanité dans ce que tu fais, franchement, c'est hyper inspirant et ça donne envie. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent retrouver du temps, de la sérénité, un petit peu d'allègement mental, vous savez où trouver Charlène, du coup, et Dasmine, son entreprise. C'est ça, merci beaucoup. Et on se retrouve sur LinkedIn, sur le site web du coup de Dasmine. Okay, merci beaucoup Valentine. Merci Charlène.